Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Adolfo Mandato. Bonjour Adolfo. Bonjour. Alors Adolfo, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs et nous raconter comment vous êtes arrivé à travailler le lin? Bien sûr, donc je m'appelle Adolfo Mandato, j'ai 43 ans, je suis le directeur d'innovation et de la relation avec les marques chez Safilin. Donc je m'occupe vraiment de créer des nouveaux produits ou des nouveaux process et de stimuler les marques, pas forcément du luxe, mais surtout du luxe en France et à l'international, à travailler des projets plus vertueux, éco-responsables et locaux. Moi, je suis arrivé à travailler. Bon, les lins, c'était un peu un hasard, mais c'est un hasard qui après qui fait les schémas, qui est le parcours des personnes qui travaillent dans les lins est toujours les mêmes. On y arrive, on s'y passionne et même si on les quitte, après on revient en mode boomerang. Donc voilà, c'est un peu comme Obélix qui tombe dans les chaudrons de la potion. Et donc moi, je suis un vrai produit Erasmus. J'ai connu mon épouse française en Espagne et après avoir fait une expérience chez Giorgio Armani en Italie au bureau produit, quand je suis arrivé en France, en fait, très naturellement, après avoir travaillé au Cirque du Soleil ou dans les bars des TGV, je me suis retrouvé avec une offre d'emploi à Sailly-sur-la-Lys, donc dans le nord, au bon milieu des champs des lins. Et en fait, les directeurs généraux de l'époque, il m'a proposé un deal. Je t'apprends à parler les Français, je t'apprends les lins, et toi, tu vas les vendre en Italie. Donc Génial. rapidement, tout jeune, à 24 ans, 25 ans, je me suis retrouvé à gérer 50% du chiffre d'affaires des Safina. Et après, pour des questions, naturellement, la bonne école, hein, l'Italie, il y a quand même 50% du lin mondial qui passe sous toutes les formes, hein, matière, fil, au tissu, aux pièces, ça passe quand même au moins 50% passe par l'Italie tous les années. Et du coup, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec au départ des tisseurs, parce que les tricoteurs, il y a 20 ans, vous tricotiez pas les lins. C'était pas techniquement pas possible et voilà après après quelques années j'ai quitté la société parce que j'ai m'ennuyé un peu, chaîne et trame, blanchi, lessivé, c'était pas très excitant 18 ans plus tard, j'étais rappelé par mon ancien collègue et maintenant directeur général Olivier Guillaume qui m'a proposé un poste plus transversal entre la production, la vente, les B2B2B. Et du coup, ça effectivement, c'est devenu très excitant parce mon métier, c'est vraiment d'aller mettre les lins où il n'y en a pas, ou de faire des choses, émuler des produits qui ne sont pas un lin et les transformer en produit en lin, donc éco-responsable. Et donc voilà, avec, je veux dire, pour accompagner l'évangélisation autour du produit naturel, hein, lin, mais aussi les chanvres, hein, depuis très peu du chanvre. Et voilà, j'utilise plein d'astuces qui font que je prends des idées du monde de l'automobile, de l'automotive ou de l'aérospatiale et je les mets dans la mode et vice versa. La mode aussi apporte souvent des idées qui font que on arrive à mettre à point des produits qui peuvent aller dans les satellites et qui donc de la nuit nous passent sur nos têtes. Génial. Donc, voilà. Et alors, est-ce qu'avant qu'on rentre dans le détail, est-ce que vous pouvez présenter pour les auditeurs Safilin sa genèse, où ça a été créé, ce que vous faites, ce que fait l'entreprise, le nombre de salariés, un petit peu pour poser le contexte, et après on rentrera dans l'innovation et le lin en détail. Sûr. Safilin, c'est une très belle aventure qui a bientôt 250 ans. Hein. On est la plus ancienne filature du monde du lin et du chanvre. A été fondée en 1778 par autorisation du roi Louis XVI.
quelques années avant faire une mauvaise fin. Mais voilà, donc c'était là, il a autorisé la famille Salmon parce que Safilin, ça veut dire Salmon filature d'élan. Et du coup, ils ont autorisé les faits pour construire des tissages et des filatures dans les bassins d'Armentières, donc entre Tréville et Dunkerque. Et du coup, bah, Safilin, depuis tous ces temps, bah, bon, il a eu une belle histoire. C'est encore une société qui est détenue par la famille Salmon, donc je crois que c'est la 8e génération qui gère un niveau d'actionnariat la société. Aujourd'hui, Safilin, c'est 500 personnes, c'est 35 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. On exporte dans les mondes entiers, mais pour une question des philosophies, on exporte les minimums possibles en dehors de l'Europe. On a des beaux partenariats avec les Japon qui sont sont très friands de la fibre naturelle et surtout de la très haute qualité. Et en fait, nous on travaille dans une manière un peu à l'ancienne, entre guillemets, avec des vieilles machines qui sont bichonnées par nos différentes générations des mécaniciens, parce que c'est vrai que on a cette mauvaise habitude de capitaliser sur l'humain. On sait quelle est l'importance de l'être humain sur notre travail. Il y a très peu d'écrans tactiles dans nos usines. Il y a très peu d'écrans. Je veux dire, c'est les mains des personnes qui travaillent avec nous, surtout des femmes qui travaillent avec nous, parce que la précision, l'attention, vraiment l'application des femmes, elle est quand même incroyable. Et du coup, bah, grâce à cette expérience, parce que nous, il y a 30 ans, on a dû, pour des raisons économiques, on a dû délocaliser en Pologne, donc on n'est pas allé très loin, mais c'est quand même une délocalisation. Donc c'était un passage qui a fait mal et qui était triste pour Monsieur Léon Salmon. C'est lui qui a acté ça il y a 30 ans. Et en prenant tous les risques qu'il faut, il a hypothéqué sa maison. C'était quand même un moment difficile, mais il a fait vraiment comment dire, la bonne opération qui nous a permis, il y a un an et demi, de réouvrir une filature à Béthune. Donc, et cette filature qui, aujourd'hui, va produire 400 tonnes de fils par an, destinés vraiment aux marchés les plus vertueux. Donc, on parle de toutes les maisons de mode, toutes les maisons comment dire, les éditeurs, etc., qui veulent faire du très local. Bah, disons qu'ils n'ont pas d'alternative. Déjà, à niveau de la qualité, on est la seule alternative parce je veux dire, on n'a rien inventé, hein. C'est juste qu'on a décidé de travailler dans une certaine manière et dans une certaine sélection des matières premières. On va pas vite, quoi. Je veux dire, les lins, on dit qu'un dîner, quand vous lui posez une question, il a 100 jours pour vous répondre, parce que c'est les temps qu'il prend les lins de la sème jusqu'à la floraison. Donc vraiment, on travaille une matière qui doit être respectée, parce que de toute façon, si vous la respectez pas, ça marche pas, quoi. C'est ça qui est incroyable. Et alors du coup, comment on repère un bon lin, et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, voilà, enfin du champ jusqu'au fil, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un bon lin, les critères de qualité? Je suppose que comme dans tout, il y a différents niveaux de qualité et vous triez. Comment ça marche? Déjà, il faut comprendre que la qualité est énormément liée à la quantité. Je vous explique pourquoi. Je veux dire, les lins, c'est 0,4% du textile mondial, et c'est pour vous dire à quel point c'est petit. Donc aujourd'hui, quand vous les voyez partout, chez H&M, Shein, Primark, etc., je veux dire, on comprend pas, ça n'a pas vraiment de sens. Mais tout ça pour les contextualiser, hein. Donc du coup, si vous voulez, chaque année, vous avez un nombre de kilos qui est limité et qui de toute façon, tout va se vendre. Ça veut dire que tous les filateurs au monde vont tout acheter. Maintenant, bien évidemment, il y a les facteurs météo qui jouent. Je veux dire, nous, on sait déjà là, en ces moments, comment elle va être la récolte. Et cette année, par exemple, elle va pas être bonne. À part 2022, sur les derniers 4 ans, la récolte n'a pas été bonne pour des raisons différentes, surtout liées au changement climatique. Et donc, du coup, là, par exemple, cette année qu'il y a eu beaucoup de sécheresse, d'accord, au mauvais moment. Il y avait au mauvais moment, ouais. C'était parfait, hein. Je veux dire, un niveau de l'hygrométrie était bonne cette année. C'est juste que
les soleils et la pluie ils auraient dû s'inverser, si vous voulez. Donc, Ah, voilà. Et donc, du coup, bah, vous reconnaissez, bah, déjà, sous les champs, on reconnaît à la couleur et à la taille de la plante. Aujourd'hui, une plante d'élan, au moment de la floraison, elle doit être aux alentours des 80 centimètres, 1 mètre. Cette année, elle est à 40, 50, quoi. Donc, je veux dire, il y aura très peu des matières premières qui peut être destinées au fil pour la chemise, par exemple. Vous pourrez d'accord. faire du fil pour un chino et un fil pour faire un pantalon, pas des problèmes. Pour l'ameublement, il y aura pas des problèmes. Mais pour du tissu fin, des tissus de voilage, du linge, des lits et du linge de table très haut de gamme, bah, il faudra se baser sur une production qui fait travailler les stocks anciens. Seulement qu'aujourd'hui, personne n'a du stock ancien sauf Safilin. Ça veut dire D'accord. qu'aujourd'hui, la particularité des Safilin, c'est que nous, on achète, nous, on a un stock. Nous, en fait, on fait les lins comme on fait les vins. On a différentes années des récoltes et différentes régions des récoltes. Pour avoir les fils parfaits, entre guillemets, par rapport à une utilisation, on va écrire notre recette, on va dans notre stock matière, on va regarder les couleurs, la longueur, la ténacité, quand on va les casser avec les doigts, pour voir si la fibre, quand elle est cassée, elle reste droite ou elle s'éplie, quelle est sa souplesse, du coup, quelle torsion on va donner au fil pour l'adapter à un travail de tricotage plutôt qu'un travail de tissage. Et voilà, donc aujourd'hui, bah, vous pouvez le faire avec un microscope électronique, mais je vais dire, en fait, la mesure absolue d'un lin, ça sert à rien. Parce que si vous pouvez pas l'acheter, la matière derrière, ça sert à rien d'avoir un microscope électronique. Donc, il faut plutôt aller discuter avec les tailleurs et devant Mhm. lui, bah, vous testez et à chaque fois, bah, vos doigts, ils vont vous dire si vous allez acheter ou pas les camions des fibres qui va vous parvenir, qui va vous arriver derrière. Et alors, du coup, aujourd'hui, vous avez combien de tailleurs, du coup, qui travaillent pour vous? Bah, aujourd'hui, nous, on achète un peu partout. Ça veut dire que c'est hyper important de garder des bonnes relations. Nous, on n'a pas, comment dire, bien sûr, on a des partenaires, hein. Je veux dire, il y a Van Robé qui est tout près à Quilhem, près d'ici. On travaille avec Terre des Lins, on travaille avec Opalin, comme Lin. Donc, on travaille un peu avec tout le monde. Avec quelques négociants belges aussi, mais souvent les négociants belges, bah, ils achètent en France. Donc, en fin de compte, nous, notre approvisionnement, il est presque à 90% en France et à 10% entre la Belgique et la Hollande. Ça dépend, hein, parce que ça dépend aussi. Vous savez, les lins, c'est tous les 7 ans sur un champ, donc ça fait un peu comme un cœur qui bat. Une année, vous pouvez en avoir plus, une année, vous pouvez en avoir moins. Et ça va jouer aussi au niveau des frontières. Et D'accord. donc, du coup, on travaille vraiment avec tous les mondes. Après, je veux dire, nous, on a l'avantage, comme on est client depuis 250 ans, si vous voulez, ça aide à pouvoir avoir une certaine, comment dire, une certaine priorité sur des choix qualitatifs. Alors, quand je dis une certaine, c'est là aussi. Quand une fois, c'est relatif. Ça veut dire que il y a, comment dire, il y a une manière de caractériser les lins comment dire, qui n'est pas absolue. Nous, comment dire, nos fournisseurs, quand notre président, parce que c'est notre président qui se charge de l'achat, on n'a pas un responsable d'achat, c'est notre président qui achète les fibres. C'est tradition des Safiliens qui est le président et directeur général, soit l'acheteur de la fibre. Donc, Monsieur Guillaume se voit passer par ses mains au moins 500 lots de fibres différentes par an. Et voilà, et donc on l'achète et on ne s'oblige pas à l'utiliser en fait. On la stocke et on sait que comme on mélange entre 24 et 34 lots de fibres différentes pour faire un seul fil, du coup bah voilà, on va faire du picking dans nos stocks, on va regarder bah tiens, cette couleur est plus argentée, cette couleur un peu plus jaunâtre. Pour Hum. faire tel type de produit pour tel type de client, bah on va mettre un peu plus de ça et voilà. Donc du Ouais, coup donc c'est vous allez vraiment avoir comme un assemblage dans le vin, quoi. C'est vraiment, on ouais choisit totalement. pour... Ouais, d'accord, ok. Ah, bah, je savais pas du tout, je croyais On que... fait un brut comme dans les champagnes. Ok. Alors donc du coup, il y a donc cette, comme vous disiez, ce contrôle qualité que vous faites vous-même en fait à la main sans forcément avoir Oui. d'outils. Quel est donc vous avez aussi parlé de 100 jours entre la graine et le fil, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est à peu près La graine et la floraison. la graine et la floraison. Ok. Oui. Et alors il y a une étape dont on m'a souvent parlé dans la filière lin, c'est le rouissage, qui est Oui, la alors en phase. fait
Au moment en fait, de la récolte, alors les lins, ça s'écoupe pas, ça s'arrache. Donc on amène la fibre. C'est pour ça qu'après il y a dans les phases des transformations, vous pouvez avoir des peigneuses de tête et des peigneuses des pieds. Et donc, mais avant ça, il y a effectivement la phase d'herrouissage et la phase d'étayage. L'herrouissage, ça veut dire qu'on arrache la plante, on la met au sol et on attend que la chimie naturelle fasse son travail. Et donc, la pluie, les soleils et les vents vont faire qu'ils vont dissoudre les pectines qui vont tomber et vont séparer la partie, disons, cellulosique de la fibre. Et donc, du coup, bah voilà, on enlève la colle, hein, Ouais. qui tient ces deux parties ensemble. Et du coup, au bon moment, quand ces process est terminé, alors pendant des années, j'aurais pu vous dire, ces process, ça se passe entre fin août et septembre. Là, depuis les dernières années, bah là, c'est un peu catastrophique, mais vous savez, quand on est paysan, on veut sauver sa récolte. Donc, Ouais. plutôt que gagner zéro, bah on gagne ce qu'on peut et on fait la fibre qu'on peut faire. Donc voilà. Mais sinon, normalement, c'est entre fin août et septembre, une quinzaine de jours, 3 semaines. Là aussi, ça dépend des précipitations, ça dépend de la température. Et à ces moments-là, bah, on fait des balles comme pour les foins et on envoie tout ça chez les tailleurs. Eux, ils vont Mhm. tailler, donc mécaniquement, ils vont séparer la fibre des ananas. Hein. Et du coup, bah, nous, on achète la fibre qui reste, mais on achète aussi les toupes d'étayage, donc c'est de la fibre très courte qui tombe suite à ces passages-là. Et là, on va faire les gros fils, par exemple, pour la ficellerie, l'alimentaire, je veux dire, comment dire, des tissus très très rustiques qui ça ressemble énormément au sac des pommes de terre des Ouais, siècles d'accord. Un derniers, quoi. jute, comme un peu de la jute. Comme de la jute, mais voilà, disons que c'est de la jute haute de gamme, quoi. D'accord. Et donc, du coup, dans le lin, il y a rien qui se perd, en fait, vu que vous arrachez tout et vous récupérez quasiment tout. Ah non, non, alors là, plus les années passent et moins on perd. Déjà, à la base, c'était hyper vertueux parce que, je veux dire, moi, aujourd'hui, nous, quand on transforme, en fait, on fait encore des coproduits. Et les coproduits, on y fait du fil. C'est ce qu'on appelle les toupes des peignages. En fait, on garde pas que les longs bras qui fait 80 centimètres, mais quand on peigne, on va récupérer une fibre qui fait plus ou moins 25 centimètres. On peut faire un fibre très très correct, un fil qui est très très correct et qui aujourd'hui est très répandu. Hein. Je veux dire, les toupes des peignages, ça représente quand même une grosse partie du marché des l'ameublement. Euh, D'accord. parce que pour faire des rideaux, souvent les sofas, c'est des fils en tout des peignages, par exemple. Les rideaux, c'est souvent, sauf les rideaux très très fins qui coûtent, voilà. Voilà, D'accord. ça dépend du marché, mais voilà. Du coup, voilà, on, plus on avance dans les process, plus les coproduits sont inutilisables. Ça veut dire que, je veux dire, déjà, vous pouvez cotoniser la fibre. Et à la cotonisant, bah, vous faites du filering, hein, des low end, donc des techniques. Donc ça ramène la fibre à 3 centimètres maxi. Et donc vous pouvez les combiner par force centrifuge, ou, voilà, ou d'autres techniques. Sachant que nous, on n'aime pas trop les autres techniques parce qu'on est vraiment dans la mécanique. Nous, la seule chimie qu'on utilise, c'est l'eau parce que l'eau active et réactive les pectines tout au long du Ouais. process. Donc, quand on a besoin que les fibres s'écollent, bah, on met de l'eau. Et quand on n'a plus besoin, on sèche. Et voilà. Et sinon, au moment du blanchiment, on met de l'eau oxygénée. Donc, D'accord. c'est la chimie lourde des saffinins, c'est l'eau oxygénée. Donc, on se retient quand même assez vertueux par rapport D'accord. à d'autres pratiques. Et après, à la fin, si vous voulez, tout ce qui reste à la fin, Oui. chez nous, il y a presque plus rien, c'est de la poussière. Cette poussière-là, dans nos filatures en Pologne, en fait, on a une machine très manuelle qui va compacter tout ça. On fait du pellet, on les donne à nos ouvriers qu'ils puissent chauffer leur maison l'hiver. Ah, d'accord. Ah ouais, des granulés de pelé, là. Enfin, ouais, d'accord, je vois Ouais, bien. mais c'est vraiment tout. Je veux dire, c'est tout fin, quoi. Donc, je veux dire, c'est pas pour ne pas les jeter. On fait ça. C'est un de nos ouvriers qui a eu l'idée. Et effectivement, non, je veux dire, pourquoi pas, hein, plutôt que les jeter, Bah ouais, ça fait carrément. plaisir. Voilà. Après, je veux dire, même là, moi, avec de l'innovation, là, j'ai travaillé sur un projet très récent dans lequel j'ai réussi avec des sociétés françaises, j'ai réussi à mettre du lin, donc les annas des lins, donc la partie cellulosique micronisée, j'ai réussi à le mettre dans une semelle pour faire des chaussures avec un polymère qui est réutilisable à l'infini. Vous les chauffez, vous pouvez continuer d'utiliser.
Et c'est un projet sur une chaussure très vertueuse dans laquelle la tige est biodégradable et compostable et la semelle est réutilisable. Plus le temps passe, plus on pousse et on essaie de valoriser la réutilisation des chaque, comment dire, du résultat de chaque étape de transformation. Wow, c'est génial. Et j'avais juste une petite question pour rester encore un petit peu dans les champs. C'est quoi sur le lin? Il y a beaucoup de lin bio dans les régions et c'est quoi essentiellement la différence entre une culture de lin conventionnelle et une culture de lin bio? La certification. Oui, mais oui, bien sûr. Mais c'est à moitié une blague. Je vous explique pourquoi. En fait, les lins, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut les laisser tranquilles. D'accord? Aujourd'hui, il n'y a aucune mesure préventive chimique pour protéger les lins des parasites qui est faite. Il y en a aucune. Je veux dire, on met à rien avant. Je veux dire, là, par exemple, moi, nos bureaux, ils sont au milieu de la campagne. Des fois, je passe et je me sens presque intoxiqué pour voir les tracteurs qui passent à traiter les terrains quand il y a rien. Je comprends pas ce qu'ils font. Je sais pas mon métier. Mais voilà. Aujourd'hui, les lins, il y a un seul moment dans lequel il y a une fragilité dans lequel comment dire, c'est quand il sort de terre et que il a pas encore développé la fibre. Là, c'est les moments dans lesquels si un parasite arrive, là, on va traiter. D'accord. Et on s'arrête là. Je veux dire, à niveau des traitements, je veux dire, c'est les seuls moments dans lesquels on peut intervenir. On se doit, mais on peut intervenir. Plus tard, ça sert à rien d'émettre quoi que ce soit. Du coup, voilà, les lins, les bio aujourd'hui, je veux dire, moi, je travaille énormément des lins bio parce qu'ils ont eu zéro traitement. Mais je ne peux pas dire que c'est organique parce que j'ai pas les certifications GOTS. D'accord? Après, nous, on travaille beaucoup des lins aussi GOTS et GOTS in transition. Donc, ça veut dire si les lins est planté sur des champs dans lesquels on a commencé la dépollution, entre guillemets, du sol, donc, il faut 4 ans pour que ces sols soient déclarés GOTS. Et à partir de ces 4 ans, on a vraiment du fil GOTS. Donc nous, sur nos productions organiques, on est obligé de mettre si c'est du GOTS ou du GOTS in transition. D'accord. Et c'est pour ça que après pour nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, on mélange énormément de l'eau. Il faut faire attention parce que je veux dire, on est beaucoup plus limité. Donc beaucoup plus limité, ça veut dire que les clients est prévenu que la qualité finale du fil. Alors, et après, on peut discuter pendant 3 jours sur ce que ça veut dire qualité d'amélin, parce qu'il y en a qui, s'il n'y a pas de flammes, c'est du coton, c'est moche, c'est nul. Et s'il y a trop de flammes, il est régulier, la fibre est pas belle. Donc, on reste encore sur une matière qui est tellement poétique que la subjectivité prend les dessus des fois. Et vous dites flammes, c'est quoi? C'est les petites... Les flammes, c'est les changements comment dire, des numéros métriques. Donc, c'est les changements des grosseurs au long de tous les fils. Vous allez, quand vous voyez les lins, c'est la flamme, c'est la chose grâce à laquelle vous allez reconnaître que c'est du lin. D'accord, je vois. Ces propriétés intrinsèques, vous les découvrirez après, c'est bien fait après les avoir mis, mais quand à vue, les lins, c'est flammé. La particularité du lin par rapport à un polyester flammé, c'est que les lins, cette flamme, elle est random. Ça veut dire qu'elle peut avoir la taille, la distance entre l'une et l'autre. C'est pas mesurable. Ça vient grâce à la caractéristique de la matière. Dans les polyesters ou dans les fils à bave continue, vous programmez une machine qui va faire une flamme de 10 cm tous les 27 cm. Donc, chose qui fait un dessin. Donc, ça fait un effet, comme on appelle en Italie, un effet télévision, c'est télé. Et donc, ça fait que c'est moche à mourir. D'accord, ok. Je savais pas. Alors, pour se rapprocher un petit peu de notre sujet sur le podcast, je voulais savoir si vous, en tant que sur le lin, sur le fil, est-ce que vous avez expérimenté la teinture végétale et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu vos retours? Alors nous, Safilin, on n'est pas un teinturier. On utilise la teinture seulement pour la ficellerie alimentaire parce que nos clients ont des cahiers des charges dans l'alimentaire qui est assez précis. Donc, mais on considère pas ça notre métier. C'est un service additionnel qu'on donne à nos clients. Par contre, moi, en tant que directeur de l'innovation, bien évidemment, vous comprendrez que c'est une bonne partie des sujets dans la mode, ça se porte autour aussi de ça. Donc,
Moi, je travaille sur des sujets qui peuvent être très poussés. Par exemple, faire un lin noir ou anthracite sans utiliser des colorants du tout. Moi, j'ai un sac à impossibilité toujours à côté de moi, et c'est de faire du lin transparent. Donc, faire comme un fil de pêche, mais voilà. Donc, du coup, la couleur, l'aspect, vous comprendrez que c'est quand même un sujet chez nous. L'idée, donc moi, oui, j'ai testé dans les derniers 2 ans et demi, j'ai testé pas mal de teintures végétales, d'accord. Et en fait, si vous voulez, à part la technique qui est, je veux dire, c'est tellement génial, mais c'est, je veux dire, c'est dans les mondes de la fast fashion, c'est quelque chose qui ne peut pas coexister, si vous voulez. C'est vraiment plutôt dans les mondes effectivement du luxe non ostentatoire qui peut trouver sa place, la teinture naturelle. C'est vraiment, alors donc moi j'ai testé surtout en Italie et ici en France un peu moins sur la naturelle, donc par process d'infusion avec des fleurs, ou pour, je sais pas, la camomille pour faire du jaune. Il y a un verre avec lesquels on fait un rouge. C'est assez exceptionnel. Ça m'a impressionné. Je trouvais ça un peu dégoûtant, mais en fait, les résultats est vraiment joli. Passe un joli rouge. Et bon, et la chemise que je porte, c'est un indigo naturel fait avec l'écorce d'un arbre. Donc voilà. Donc si vous voulez, les expériences, elles sont différentes et sont très intéressantes. On peut faire ça à la maison. C'est génial. C'est dire. Mais si on parle d'industrialisation, voilà, moi j'ai vu que pour teindre une bobine des fils avec une teinture normale, bah ça prend quelques heures. Avec la teinture naturelle, j'envoie les fils et mon client reçoit les fils 40, 50 jours plus tard. Si on met les pieds sous l'accélérateur. Donc c'est vraiment, on est en train de respecter tout. On respecte l'environnement, on respecte la fibre, on respecte tout. Et du coup, les résultats, sont excellents. Maintenant, dans les derniers années et demie, je dirais, il y a quelques fous furieux. Bon, je sais pas pourquoi, il y a une grosse concentration en Italie de ces gens des fous furieux, mais qui font quand même avancer les choses. Donc là, à ces moments, je travaille sur un process de fixation de la teinture naturelle sur la fibre d'ibérienne avec des pectines de chanvre. Ça veut dire qu'on va utiliser les sucres du chanvre comme colle. Et les résultats ils sont assez prometteurs. Naturellement, bah il y a une usure et une sensibilité. L'objectif c'est vraiment de réduire comment dire, l'usure de la couleur. Ouais, la patine. Ouais. Ouais, avec en fait c'est toujours les mêmes. On va traiter les frottements, on va traiter les UV. Donc la protection des UV, parce que je veux dire toute pigmentation, comme les lins naturels, en fait c'est un pigment, c'est pas une couleur. Donc je veux dire on les connaît les problèmes de la teinture naturelle parce qu'on n'a même pas besoin d'éteindre les lins pour les vivre. Les lins changent de couleur à chaque lavage d'un tissu naturel. Je veux dire les tissus de votre grand-mère qui maintenant ils sont au blanc cassé, un peu patinés, ils étaient gris quand ils les achetaient. Donc voilà. Et au bout des 100 ans, et au bout des je sais pas des combien des lavages, ça c'est parti. Donc du coup, je me suis penché aussi sur les côtés un peu l'approche commerciale et entre guillemets philosophique de la question. Bah et je suis arrivé avec une grande marque de luxe italienne à afficher sur une chemise. Bah chez un client, vous êtes en train d'acheter un produit naturel. Il évoluera à chaque lavage, d'accord? Et c'est comme ça qu'il faut présenter la chose. Je veux dire, pour moi, il faut pas aller chercher. Alors, je pense que d'ici quelques mois, vous auriez des bonnes nouvelles. J'ai discuté hier avec un teinturier qui a trouvé la solution pour fixer d'une manière comment dire, Solide. lui donner énormément de la solidité à la teinture naturelle. Je vous passerai les contacts quand ça sera officiel, mais là pour l'instant je peux pas en parler. Mais apparemment ça marche et il est venu me le dire, me confirmer que c'est bon. Mais je vais dire, et ça c'est bien, hein, c'est techniquement il faut toujours en avoir de l'avant. Mais pour moi la partie la plus importante c'est la sensibilisation du client. C'est, je veux dire, vous voulez du rouge, mais s'il est rouge d'un 30-40 lavages devient cerise, c'est pas si mal que ça, c'est joli les cerises. Ça fait frais. Voilà, je veux dire, l'évolution, avoir une pièce qui évolue, pourquoi pas, quoi.
Franchement, Ouais. je ne vois pas. Je veux dire, ça a toujours été identifié comme un défaut et du coup, c'était considéré dans l'industrie comme un has-been, la, la, la teinture naturelle. Et en fait, c'est un problème des paradigmes. Pour moi, personnellement, c'est un problème des paradigmes. D'accord. Donc pour vous, là vous vous y intéressez depuis 2 ans et demi. Vous voyez que ça bouge Mhm. et que les gens s'y essayent. Par contre, vous pensez que c'est aussi le consommateur qu'il faut avertir et puis un peu pas éduquer, mais ouais voilà, avertir que bah voilà la couleur végétale dans le temps ça se patine et encore quand on choisit bien et qu'on a le bon procédé, la couleur peut être solide. C'est ça en fait vous votre message. C'est plutôt Oui, tout à fait. En fait, c'est encore une fois, c'est la perception d'un bon produit. C'est pas parce que les produits, ils bougent pas pendant 25 ans qu'il est un bon produit. Je veux ouais dire, après, bon, on rentre dans tous les discours des circularités, des cycles de vie des produits, mais aujourd'hui, quand vous faites du naturel, bah, vous êtes, je veux dire, c'est ce qu'on dit, hein, vous faites du naturel, c'est de la nature. Ça veut dire que ça sort de la terre, ça va retourner dans la terre. ouais Et c'est ça. voilà. Après, je veux dire, encore une fois, moi, je ne crache pas sur tout ce qui n'est pas fibre libérienne, mais un sac, un polyester qui était fait en 1980 et avec lesquels moi j'allais à l'école primaire et qui aujourd'hui qui est encore la route, mais ça reste quand même un produit, comment dire, un produit qui est éco-responsable, mais pas forcément naturel. Donc, je veux Ouais. dire, on peut pas, comment dire, mettre tout dans les mêmes paniers, en fait. Ouais, non, c'est ça. Est-ce que vous avez des demandes de vos clients sur le lin je sais pas, est-ce que vous sentez, je vais y arriver à faire ma question, qu'il y a une évolution de la demande sur de la couleur et de la teinture végétale, en tout cas sur le lin? Bah, de toute façon, en général, après la Covid, toute demande particulière a pris de la force. Avant, c'était une demande particulière. Aujourd'hui, il y a clairement des marques qui ont un leitmotiv qui font que la teinture naturelle ou quand même les process vertueux doivent forcément rentrer dans leur process. Je veux dire, même les marques qui sont euh, les plus, disons, les plus polluantes et les moins éco-responsables aujourd'hui disent de le faire. Les Et, moshing, je veux dire, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une tendance naturelle. Moi, aujourd'hui, j'en vois de plus en plus comment dire, des livraisons, l'adresse des livraisons, c'est de plus en plus de teintureries, comment dire, qui font de la teinture naturelle plutôt que des teintureries classiques. Seul problème, c'est la capacité. Aujourd'hui, moi, même si je suis un tout petit industriel parce que je représente 10% du marché des lin mondial, donc 0,04% du textile mondial, mais ça reste quand même, je reste quand même un industriel. Du coup, quand je livre, je peux pas livrer 50 tonnes dans une année à une teinturerie naturelle. Je peux lui livrer peut-être 3 tonnes et ça va lui prendre un an pour le faire, quoi. d'accord. Donc Ouais, c'est donc bien. c'est Non, c'est voilà, c'est vraiment du slow fashion, quoi. d'accord, ok. Et justement, donc dans les freins qu'il faudrait, enfin les freins, les verrous, qu'est-ce qu'il faudrait lever selon vous pour qu'on accélère en gros la transition vers la couleur végétale? Vous avez dit que maintenant les industriels, même les marques moins vertueuses, s'y penchaient. Est-ce que c'est juste du fait de la loi, la nouvelle loi, ou est-ce qu'il y a autre chose, ou c'est vraiment la loi qui a boosté un peu les gens? C'est pas du tout la loi. C'est pas la loi? Je veux dire, je veux dire, depuis, il y a nos amis américains, il y a quelques centaines d'années, ils ont inventé le néolibéralisme et on vit dans le néolibéralisme. Donc, à un moment donné, je veux dire, les clients font la loi. Moi, je crois dans l'effet qu'il faut éduquer les clients finaux et quand les clients finaux sera éduqué, il va dire, je veux ça. Et si c'est pas comme ça, je ne l'achète pas. Bah, là, je pense qu'on pourra sauver la planète. D'accord. Donc ça vient, encore une fois, on y revient à la sensibilisation du client. Et s'il le demande, les entreprises vont s'adapter. D'accord. Bon, ça c'est super clair. Je voulais avoir avec vous, donc vous êtes directeur de l'innovation. Je voulais voir un petit peu avec vous ce point-là. J'ai vu Hum. sur votre site qu'il y avait plein de trucs hyper intéressants que j'aimerais qu'on creuse. J'ai vu que vous parliez de la fabrication de biocomposites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et vos challenges sur la partie innovation, ce que vous voyez, ce que vous envisagez, sans révéler de secret bien sûr, mais pour nous aiguiser un peu les méninges. Ouais, alors là, c'est clair que c'est tout un monde qui est récent, d'accord, et que c'est un monde justement qui est comme
comment dire, un des marchés porteurs, c'est l'automotive. Du coup, bah, qui dit automotive, il dit NDA. Donc, je dis, c'est compliqué d'en parler librement, mais on peut quand même en parler. Aujourd'hui, alors, des fois, on parle du textile traditionnel. La clé du composite, hein, c'est l'infusion, hein, où c'est vraiment la création, l'interaction entre une résine et la fibre. Donc, il y a énormément de manières de les faire. On peut le faire avec les non tissés. Nous, bah, c'est pas notre intérêt parce que nous, on est des filateurs. Donc, qui dit fil, dit tissu après. Et brièvement, par exemple, Safilin travaille sur plusieurs projets, sur des parties intérieures des voitures, des parties visibles, des parties invisibles, de la déco intérieure. Bah, vous voyez, aujourd'hui, depuis quelques années, c'est très à la mode, les tuiles ou les nattés 2-2 à l'intérieur des voitures en fibre de carbone. Bah, nous, on va émuler ça. On va enlever la fibre de carbone et on va mettre exactement au même endroit, exactement de la même manière. Bon, avec une technique qui est totalement différente, bien évidemment. La fibre d'élan. Celui-ci, c'est pas parce que, alors, à la base, c'était pas juste, ouah, c'est génial, on va faire du naturel. C'est quand même les industries les plus polluantes. Donc, si vous voulez, avant l'intérêt du public final, faire du green, on s'en fichait un peu. Mais comment dire, la question c'est que techniquement c'est canon. On va si on est très fort et si on a les bonnes techniques, un produit en fibre d'élan par rapport à un produit en fibre de carbone, bah sera plus léger, sera plus performant. Donc du coup bah vivent les bateaux, vivent les automobiles, les voitures de sport, vivent tout ce qui est performance à un niveau composite. Voilà. Si en plus de ça, on rajoute que vous pouvez, dans l'air du temps, donner un aspect naturel, parce que ça sera pas noir, ça sera plutôt marron. Donc voilà, ça ça va avoir des tons pastels, des tons beige. Quand vous regardez les cahiers des charges, les différents groupes automobiles qui sont sortis cette année, début d'année, bah je vais dire les chromés, les brillants, bah, c'est plus d'actualité. Donc, du coup, bah pourquoi pas utiliser des fibres qui déjà ont ça intrinsèquement plutôt qu'aller faire du polyester et lui donner une couleur naturelle. Il y a vraiment c'est un vol. Hein. Donc c'était quand même dans une phase expérimentale pendant au moins une dizaine d'années. Hein. Moi je suis arrivé, j'ai pris quand même l'héritage de mes prédécesseurs qui échangeaient avec mes actuels clients depuis des années. Je me suis pas pris les mérites parce que je n'avais pas autant que ça, mais bon, depuis que je suis arrivé à la société, là, on vend plusieurs tonnes par an donc plusieurs dizaines de tonnes par an de roving. Donc les roving, c'est un fil low twist, c'est un fil avec moins de torsion. Donc donc c'est un produit hyper difficile à faire parce que je veux dire, on fait exactement ce qu'on fait avec un fil, mais à un moment donné, on s'arrête, on fixe la tension pas trop faible parce qu'il faut pas que ça casse, mais pas trop parce que sinon la résine va pas bien s'imprégner au milieu des fibres et on y fait un tissu qui après il va être infusé avec des résines qui aujourd'hui sont pas du tout éco-responsables. Je veux dire, une époxy, ça reste une époxy, mais dans je veux dire, chaque mois, il y a une nouveauté, hein. Je veux dire, la cité de Marseille est en train de travailler sur une biorésine à base des sèves de pin. Il y a des résines qui sont développées avec 60% moins d'énergie, etc. Donc, voilà. Nous, aujourd'hui, on se porte quand même ambassadeur de tout ça et on essaye avec les prestataires des grandes maisons de production d'automobiles pour faire ça. Mais tout ça, ça se limite pas à l'automobile. Je veux dire, l'aérospatiale est liée, l'horlogerie des luxe est liée, les mondes du packaging s'y intéressent. Il y a déjà pas mal des mobiliers qui est fait comme ça. Donc, je veux dire, aujourd'hui, il faut juste penser qu'on peut juste prendre le plastique et le remplacer par un composite d'élan. D'accord. Et on a reçu sur le podcast Pincroft, qui est un ennoblisseur anglais, qui nous parle justement de la recherche de résine plus naturelle et il nous cite plein d'exemples qu'ils ont essayés. Donc oui, c'est hyper intéressant. Et donc du coup aujourd'hui, ces histoires de biocomposites, c'est donc vous l'avez dit, résine et fibre de lin. Les résines, elles pourraient encore être améliorées, mais déjà il y a un gros plus. Et donc c'est surtout l'aspect naturel, le fait que ce soit plus léger et moins polluant qui fait que c'est quelque chose qui a le vent en poupe, c'est ça?
Mhm. Oui, oui, c'est vraiment les mix entre l'effet que ça soit éco-responsable comment dire, et ces prestations techniques qui sont exceptionnelles. Donc D'accord, voilà, ok. on pourra pas remplacer totalement la fibre de carbone et la fibre des verres. Et la fibre des verres, alors ça c'est vraiment une saleté parce que cancérigène, etc., etc. Je sais pas si vous l'avez déjà touché la fibre des verres, vous la touchez et vous avez des, comment dire, des écharpes, des fibres de verre dans les doigts pendant des semaines. La fibre de verre, c'est parce qu'on sert pour faire les isolations, les euh, isolants? les isolations, mais aussi tout ce qui est les composites pour faire tous les bateaux. Peu importe Ah quel ouais, bateau, a un d'accord. fibre de verre, quoi. D'accord, ok. Ouais, non, non, je connais pas. Non, non, D'accord, ok. c'est une sale C'est une fibre, quoi. saleté. Désolé, mais Ouais. Non, non, ouais, mais moi je préfère qu'on le dise. J'ai vu aussi sur votre site le fil Gaïa, sur oui. lequel vous avez mis en place beaucoup de traçabilité, etc. Est-ce que vous pouvez me raconter ça et après on passera à la recyclabilité parce que c'est un sujet aussi qu'on a abordé sur le podcast. Alors, les styles Gaïa, c'est quelque chose qui est, comment dire, hein, c'est un concept qui permet de valoriser vraiment notre travail, les travaux dont je vous parlais tout à l'heure. C'était l'effet que nous, on fait les vins comme le vin, d'accord? Et donc, si vous voulez, l'idée, c'était d'aller remonter jusqu'au champ et Oui. vraiment de comment dire, donner l'origine de la fibre. On veut donner, en fait, c'est un travail qui est né avec, comment dire, qui a démarré il y a quelques temps, mais qui en fait a pris énormément d'importance quand on a commencé à travailler avec la marque Chloé. On a Mhm. travaillé sur un projet qui s'appelle Vertical. Hein. Vous pouvez aller sur les réseaux et vous le trouverez. Donc, les projets à la base, c'était de faire du farm to closet, donc d'aller vraiment du champ au produit fini. Et donc nous, bah, on a une relation très forte avec cette marque. Et on est ravis de collaborer avec eux parce qu'ils ont été quand même une impulsion pour aller plus loin dans ce projet on avait déjà commencé sans eux, mais comment dire, quand vous avez un partenaire fort qui vous démontre Mm. que l'intérêt est là et qu'on peut le faire et qu'on peut les mainstreamer, c'est hyper intéressant. Donc on va, si vous voulez, humainement, parce que on est comme je vous ai dit, nous les écrans tactiles, c'est pas trop notre truc, quoi. Donc voilà, mais c'est quand on a un lot produit des fils, on va rechercher tous les lots des matières qu'on a mis dedans et on va dire, bah celui-ci, il vient des Quilem, celui-ci, il vient de, je sais pas, des Rouen et c'était la récolte 2015 et c'était la récolte 2017, etc. Donc on donne une certification que c'est pas une certification, c'est plutôt une Mm. déclaration qui est signée par notre président, dans laquelle on donne la recette de notre fille, tout simplement. Ouais. Et du coup, bah, je veux dire, il y a même plus de questions à poser. Je veux dire, je vais pas, si on veut aller plus loin, je vais vous dire, bah, c'est Jean-Michel Paysan qui a les cheveux roux qui l'a planté. Mais, aujourd'hui, bon, et il y a attention, il y a des marques ils adoreraient ça. Donc, Ouais, voilà. ouais. C'est Mais, comme en alimentaire, on faisait le système de blockchain, on regardait, on avait le nom de l'agriculteur, la taille de ouais, la bah, parcelle, énormément de détails. Oui, c'est une blockchain en fait sur donc le. c'est ça, c'est totalement ça, seulement que nous, elle est pas entre guillemets, c'est pas informatisé, ça reste de l'humain, Oui, parce que d'accord, ouais, ouais. nous avec un paysan, je lui envoyez pas un mail. Je veux dire, vous pouvez hein pour formaliser, mais je veux dire, et avec un filateur, vous n'envoyez pas un mail, vous discutez, vous prenez le téléphone, vous allez les voir. Je veux dire, on a un métier dans lequel on touche tout, on touche la fibre, on touche les fils, on touche l'eau, on touche les machines. Donc voilà, je veux dire, je suis désolé, hein, je suis peut-être pas du tout, je suis vraiment un mode boomer, mais c'est une autre manière de faire du travail. D'accord, donc ça sur le fil Gaïa, donc c'est l'histoire de la traçabilité et donc comme vous le dites, c'est hyper important pour certaines marques et qui voudraient vraiment, bah voilà, en fait, c'est d'afficher de la transparence. Je voulais Mhm. avoir votre avis sur la recyclabilité parce que cette fameuse nouvelle loi, il parle beaucoup de produits recyclés, recyclables, etc. sur les fibres. Alors, Mhm. j'ai eu des gens sur le podcast pour nous parler de la recyclabilité des fibres synthétiques. Mhm. Bon, avec les avis, je voulais savoir vous, est-ce que vous trouvez qu'il y a un intérêt à recycler une fibre naturelle, sachant que si je comprends bien le phénomène, recycler une fibre, c'est en gros la casser, la réagencer et en refaire un tissu. Est-ce que dans le lin, dans les fibres naturelles, ça a du sens? Alors, encore une fois, vous voulez mon avis, et je dois être politically correct ou je peux m'exprimer. Non, non, bah justement, le but c'est de voir. Alors,
Pour moi, dans les lins, ça n'a vraiment pas de sens. Parce que dans les fibres libériennes, en général, ça n'a Ouais, pas de sens. Parce d'accord. que aujourd'hui, quand vous avez une plante qui elle-même, vous arrosez pas. Vous avez une plante qui capte énormément de CO2. Vous avez une plante que, comment dire, on lui fiche la paix et on la laisse tranquille, on met les minimums des phytosanitaires possibles, comment dire, pour mettre en place une logistique pour la récupérer, comment dire, la retransformer, couper la fibre, etc. Vous imaginez l'énergie Bah et oui. l'eau, surtout à part l'énergie, l'eau qu'il Hum. faut pour faire ces process-là, c'est juste aberrant. Donc pour moi, ça n'a pas de sens la recyclabilité textile. Après, récupérer des vieux vêtements, peu importe leur fibre, pour en faire autre chose plutôt que réacheter des fibres Hum. synthétiques issues du pétrole, ça, franchement, il faut y aller avec les yeux fermés. Avoir Ouais. des déserts au fin fond de l'Amérique centrale ou l'Amérique du Sud, plein des vêtements, ça n'a pas de sens. Ça, je veux dire, on mérite la mort si on continue comme Hum. ça. Donc voilà. Du coup, je veux dire, si on part des recyclages d'une fibre spécifique, telle que la fibre libérienne en général, l'ortie, les lins, les chanvres, je vous dis absolument non. Ouais, on est Si d'accord. on parle de réutiliser des choses qui sont produites en trop, je vous dis oui. Par contre, vous comprendrez bien que pour moi, les problèmes viennent vraiment pas du fait que recyclabilité ou pas recyclabilité, parce que si on produisait pas trop, on n'aurait pas besoin de recycler. Ouais, donc ça passe déjà par une prise de conscience qu'on y va trop fort, de ralentir cette surconsommation et ensuite adapter la recyclabilité sur des fibres qui sont plutôt synthétiques et pour lesquelles ça a du sens, plutôt que sur des fibres, donc on va dire les fibres libériennes, elles n'ont pas de, enfin il n'y a pas d'intérêt. Et je voulais savoir votre avis sur le coton, parce que est-ce que le coton c'est une Hein? fibre libérienne? Tout, Non. alors les Ouais, cotons, voilà. justement, en fait, la question, c'est que la fibre libérienne, par exemple, un milieu canin dans la mer, vous la Hum. laissez et au bout de 2 ans, il n'y a plus rien. Je veux dire, les poissons, ils vont pas se trouver avec du lin dans l'estomac. Peut-être Ouais, oui, d'accord, si c'est d'accord. tôt, mais bon, ça va pas les tuer, hein, c'est du végétal. Mhm. Les cotons, les polymères du coton, que c'est naturel, Hum. ça reste un polymère, c'est quelque chose qui résiste, est très résistant. C'est une plante incroyable, les cotons. C'est-à-dire, c'est une fibre qui est incroyable, qui a une résistance, voilà, elle est courte, mais elle a une résistance qui est phénoménale. Donc, les cotons, il faut plutôt s'intéresser, parce que les cotons, ils doivent pas aller dans la mer. Ouais, Et donc, d'accord. on sait bien que tout va à la mer à un moment donné, hein, tout, Oui. hein, exact, tout. Donc voilà. Et donc du coup, oui, là, il faut vraiment se poser la question. C'est pas une question de recyclabilité, comme je vous ai dit, textile, c'est une question de retenir les Hum. fibres qui ont, je veux dire, contrôlé leur cycle de vie, qui on les laisse pas faire ce qu'elles veulent parce que c'est pas bien. Je veux dire, on les a libérées dès là elles devaient être, et maintenant c'est à nous, êtres humains, être responsables de ce qu'elles deviennent. Hum. Ok, donc ça c'est plus clair pour moi sur la partie recyclabilité. J'avais quelques questions avant de vous demander à qui vous souhaitez passer le micro, mais le lien entre le lin et le chanvre, j'ai reçu sur le podcast Virgo Cop qui Oui, est sur le chanvre en Occitanie. J'aimerais oui. donc avoir aussi d'autres personnes sur le chanvre, mais il me parlait quand même des forts liens entre le chanvre et le lin. J'ai eu Mhm. aussi Marie Marquet qui expliquait dans l'histoire que là où il y avait du lin, il n'y avait pas de chanvre, et là où il y avait du chanvre, il n'y avait pas de lin, et qu'il y avait vraiment une complémentarité de ces deux cultures. Est-ce que vous Mhm. pouvez m'en dire plus? Est-ce que vous avez des liens justement avec des chanvriers? Est-ce que vous avez des contacts? Est-ce qu'il y a des choses que vous mutualisez? Je sais pas, les outils, les débouchés. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu Ah, votre lien avec le non. chanvre? Si vous voulez, donc la réponse est oui, on a des liens. Après, pour aller plus en détail, Safilin cette année a acheté 70% de la fibre des chambres produites en France, et c'était une grande première parce qu'avant c'était presque rien. Là, on a un nombre d'hectares qui devient intéressant, et grâce à des structures comme l'Ain et Chanvre Bio ou comme l'Alliance du lin et du chanvre, on met vraiment ça en avant. Donc nous, bah, Virgocop, c'est un client. On les connaît très bien et on interagit justement avec ces industriels qui sont sensibles comme nous à un produit local et un produit vertueux. Nous, on a bien évidemment un état. Si vous voulez, quand vous allez développer une nouvelle fibre, les bottlenecks, c'est toujours la filature. Il y a énormément de gens qui vont processer des fibres et après, quand c'est le moment de les tester, il n'y a pas des filateurs qui veulent le faire.
D'accord? Et bah, nous, on est différents. Donc, nous, quand il y a quelque chose de nouveau à faire, attention sur ce qu'on sait faire techniquement, hein. Voilà, on les fait. Donc, c'est grâce à cette interaction avec les tailleurs, les paysans et les industriels plus en aval, les tisseurs et les confectionnaires comme Virlocop, hein, comme les tissages d'Othon, Atelier Touffery, etc. Mais aussi d'autres, hein. Je veux dire, je vais pas tous les citer. Il y a presque tous les Français, ils sont très très à cheval avec tout ça, d'accord. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on doit dire bon, la fibre des lin et la chanvre, c'est des fibres libériennes très similaires, d'accord. Après, il y a, comment dire, à cause de leur taille, la taille de la molécule, à cause de leur, comment dire, de leur taille surtout, parce que la fibre est très similaire, ils peuvent avoir plus des silices, moins des silices, donc des composants chimiques dedans qui sont très différents. Ça va faire que comment dire, si vous voulez, on parle, si on se compare à à la laine, les lins, ça va être les cachemires. Mhm. Les champs, ça va être la grosse laine, 25-29 microns, on s'en fout, les moutons, etc. Il est sous la montagne, etc. Voilà. Donc, on est sur une fibre qui est très similaire, d'accord, mais on est sur une fibre qui a des caractéristiques différentes. Donc, moi, je dis souvent que les lins, c'est une fibre nerveuse et que les champs, c'est une fibre énervée. Parce que, comment dire, on a quand même cette, comment dire, cette résistance qui est incroyable. Hein. Les champs, c'est incroyable comme il est résistant. Je veux dire, ça fait des millénaires, on y fait des cordes quand même. Donc voilà. Mais je veux dire, sa caractéristique, c'est que quand vous commencez à les processer, ça vous détruit tout, quoi. Je veux dire, ça abîme même les métals, pour vous dire à quel point l'abrasion du chanvre est incroyable. Donc du coup, on a dû clairement adapter la manière déjà de la transformer, de la rendre affilable, les chanvres, Mhm. parce que moi j'ai reçu, je crois, entre 5 et 10 échantillons par mois de partout dans le monde. Tout le monde D'accord. m'envoie sur la planète, Afrique du Sud, Pennsylvanie, Mexique, Amérique du Sud, Chili, Pérou, la Finlande, etc. On m'envoie comment dire, des fibres qui sont rouillées sous la neige, des fibres qui sont rouillées à 7000 mètres dans un bidon d'huile et de rhum. Il y a des trucs des fous, d'accord? Et bon, bien évidemment, je teste hein, quand même parce que je suis quelqu'un de curieux. Mais la réalité, donc des fibres écorchées, voilà. Mais la réalité, c'est que moi, j'ai des machines qui ont 150 ans, d'accord, Ouais. et que depuis 60 ans, il n'y a plus rien qui est fait d'innovation à niveau machine, parce que qui va s'intéresser à produire une machine pour 0,4% du textile mondial? Bah, Mhm. personne, apparemment personne. Voilà. Et donc, du coup, on a des machines bien évidemment, comme je capitalise sur l'humain, je dois aussi capitaliser sur la mécanique qu'on a depuis des années. Et donc, du coup, on a eu vraiment cette besoin de transformer de faire les possibles pour que la fibre du chanvre soit présentée comme la fibre des lins. Donc, c'est pour ça qu'il y a des machines qui ont été inventées pour couper à double hauteur la plante quand elle est sur les champs, parce que il n'y a pas des machines qui peuvent processer une fibre à 2 ou à 4 mètres. La fibre, il faut qu'elle soit allez, autour d'1 mètre pour être processable. Et donc, du coup, on a interagi pendant des années pour arriver à l'aboutissement. Cette année, c'était presque 800 hectares de chanvre plantés en France. Et de ces 800 hectares, on a réussi quand même à avoir 70%. Donc, on est vraiment ravis. Je veux dire encore bravo à notre responsable des achats qui a réussi avec des années de travail, hein, comment dire, de la route, des déplacements du nord à Normandie, etc. Je veux dire, là, c'est pour ça que je vous dis là, il y a les travails politiques qui rentrent en jeu, les travails de relationnel, de faire comprendre aux agriculteurs qu'il y a un futur et qu'ils vont gagner de l'argent et que c'est pas Mhm. parce qu'ils sont en train de faire quelque chose qui ressemble à une drogue légère qu'après ils vont avoir des problèmes. Donc vraiment, il y a vraiment plein d'éléments à insérer, mais je veux dire, moi, cette semaine et la semaine dernière à Londres et cette semaine à Paris, bah, j'étais assez fier de montrer les premières bobines des lins filées au mouillé avec de la matière première française. Et alors, vous avez dit, il y a 800, pardon, hectares de chanvre qui ont été plantés en France. Vous savez combien il y a d'hectares de lin en France? Oui, c'est 100, cette année, c'était 146 000. D'accord, ok. Ouais, donc il y a une sacrée différence. D'accord. Ah oui, Et oui, donc, c'est rien à voir.
Ah non, c'est pour savoir, ce que j'avais pas d'ordre d'idée. Je voulais vous poser une dernière question. Pour vous, Adolfo, c'est quoi les défis demain pour vous? C'est de mailler avec, par exemple, le chanvre, c'est de faire des rapprochements, défendre les fibres libériennes, c'est d'investir dans des machines, mais comme vous dites, il y a pas grand monde qui va faire des machines pour une fibre qui est encore déjà, si le lin c'est discret, imaginons le chanvre, hein, parce que si vous si vous m'avez dit le lin c'est 0,4%, le chanvre du coup c'est vraiment pas, ça doit vraiment pas être Bah, grand chose. après, ça dépend comment vous allez les processer, hein. Si vous allez cotoniser, les chanvres et les lins, ils peuvent, je veux dire, alors pas les lins, mais parce que les lins sont compliqués comment dire, à planter et à faire lever, etc. Mais les chanvres, c'est une herbe folle, hein. Donc, ça, c'est beaucoup plus facile. Et du coup, par contre, si avec les process d'écotonisation, bah, je pense que si d'ici 50 ans, les champs n'ont pas totalement remplacé les cotons, de toute façon, on sera plus capable de respirer, quoi. Donc, D'accord. voilà, quoi. Donc, C'est d'accord. pour moi, il peut y avoir une accélération assez puissante, mais encore une fois, c'est mon avis, hein, mais il peut y avoir potentiellement une accélération assez remarquable dans les prochains 10 ans, quoi. Après, nous, un niveau de challenge qu'on se pose à niveau des safilins, c'est, je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire pour devenir de plus en plus green? Et je veux dire, on a déjà enlevé toute la chimie qu'on pouvait enlever, hein, en général. Je veux dire, on travaille énormément sur le recyclage de notre eau, on chauffe nos locaux avec l'eau de la production du lin. Je veux dire, dès qu'on a dessous des puces, on met un nouveau panneau solaire. Voilà, donc nous, dans l'énergie, ça reste quand même un challenge qu'on oublie. Je veux dire, tous les matins qu'on se réveille, on pense à ça. Après, je veux dire, à niveau de la promotion, on est quand même hyper bien accompagné justement par l'Alliance du lin et du chanvre et par les lins et chanvre bio pour ces associations qui ils font ce que moi je ne sais pas trop faire. Et du coup, bah voilà, nous la seule chose qu'on doit vraiment, que Safina doit vraiment faire, c'est continuer à rester, bah faire la Rolls-Royce du fil. Je veux dire, nous Ouais. aujourd'hui, c'est en assurant cette qualité. Euh, qui est pas évident, hein. Je veux dire, on fait pas des baves continues, on fait pas du coton. Quand la récolte est pas bonne, bah, il faut trouver des stratagèmes qui ne soient pas chimie. Ouais. Nos amis chinois, dès qu'il y a un petit souci, eh ben, on fout un peu d'ammoniac, on fout un peu de chlorite, on fout un peu des substances porables. Et bon, après, quand vous achetez une bobine de fil chinois, et que ça ressemble pas à du lin et ça ressemble pas à du chanvre, mais que c'est très fin, je vais dire, vous êtes en train de faire du marketing, hein. Je veux dire, vous vouliez sur l'étiquette du chanvre, bah, vous avez, les chanvres, il est sur l'étiquette. Parce que après, sur les produits, quelle raison de l'avoir si ça ressemble à du coton? Quelle raison d'avoir si vous avez pollué beaucoup plus qu'avec? Bien, c'est les greenwashing qu'il y avait eu cette année sur Première Vision, ils venaient tout d'Asie, hein. Je suis désolé, hein, je ne suis pas du tout quelqu'un de raciste, mais je suis quelqu'un qui essaie de protéger la santé de mes enfants, et quand je vois ça, ça me rend dingue. Et c'est pourquoi? C'est parce que là-bas en Chine, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de conscience environnementale, ou c'est parce que en fait nous les tissus qui sont importés, ils sont pas contrôlés. Tout ce que vous avez dit. D'accord, ok. Bon. Et alors c'est quoi la piste c'est que ouais, voilà, c'est en fait ça passe au niveau mondial de responsabiliser les Hein? fabricants. Ouais, d'accord. Quand Donc vous ça. rentrez dans un magasin ou que vous achetez sur Internet, regardez l'étiquette. D'où ça vient? Par qui c'est fait? C'est pas compliqué, hein. Il est jolie cette robe. Je l'ai achetée. Bah non, si elle est faite en Chine, qui vient du Xinjiang, tu l'achètes pas, quoi. À part le fait qu'on ne saura pas qu'elle vient du Xinjiang. Mais moi, aujourd'hui, pourquoi je vends beaucoup plus des fils GOTS? Pourquoi je vends beaucoup des fils tracés? C'est parce que j'ai des mes clients américains qui ont mis en place des analyses chimiques qui arrivent à dire que tel produit, telle fibre libérienne était planté dans certaines zones géographiques de la planète. D'accord? D'accord, Mais ouais. si la conscience, si les tisseurs, quand ils doivent aller négocier des prix avec une marque, et que la marque, on sait bien où vont les marges dans les ventes, ils Hum, arrivent à dire, non, non, mais les gars, je vais pas baisser des 40 centimes du mètre, parce que je vais acheter du fil européen, parce que je hum. vais acheter de la matière première locale. Je veux dire, si à un moment donné, on pense qu'à vendre et à faire des volumes, mais les problèmes, c'est faire du volume qui est en train de pourrir la planète. C'est pas, je veux dire, c'est juste ça. Et à un moment donné, vu que les industriels, de toute façon, ils sont fiches. Les industriels, ils pensent pas à ça. À un moment donné, bah, il faut
comment dire, c'est s'appuyer sur qui est capable de prendre la décision. Et ce qui est capable de prendre la décision, c'est les clients finaux. C'est les seuls qui va pouvoir imposer ça, mais comme je veux dire, c'est presque un discours utopique, anarchique ou je sais pas, ou totalement communiste, mais les peuples dans ça a les pouvoirs. Je veux dire, les consommateurs finaux a tous les pouvoirs du monde pour changer les choses. Si on n'arrive pas à comprendre ça, on n'y arrivera pas. Sauf qu'il faut réussir à les atteindre avec le message, et vu toutes les sollicitations qu'ils ont aujourd'hui sur plein de trucs de loisirs, de machin, il y a plein de gens qui ont plus envie de se prendre la tête à écouter des sujets un peu complexes où il faut creuser, où il y a des donc voilà, l'idée c'est non mais Pauline, la question c'est pas d'écouter, hein. Je veux dire, aujourd'hui, on est en 2023, on a tous je veux dire, avec notre portable, on peut faire ce qu'une équipe des scientifiques faisait il y a 20 ans. Nous, avec notre portable, je veux dire, on est capable de faire des choses extraordinaires. Je veux dire, ok, il y a aussi Snapchat et TikTok, ok, mais on peut aussi faire des choses extraordinaires avec un téléphone. On a des bibliothèques, on a la bibliothèque d'Alexandrie multipliée par 50 millions dans un objet qui fait quelques centimètres. Donc voilà, si maintenant on a juste la conscience, c'est juste une question de conscience et d'éducation. Je veux dire, on peut avoir un but, on peut être beau en respectant les autres, en respectant des ouvriers qui sont à l'autre bout du monde, et qu'il faut les respecter. Il faut juste pas acheter des produits que ces ouvriers qui sont exploités à l'autre bout du monde produisent, quoi. Ouais. Adolfo, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée que vous auriez aimé que je vous pose? Non, franchement, je suis ravi des questions que vous m'avez posées. Et j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous auriez quelqu'un à me recommander pour continuer cette chaîne? Donc nous, le podcast, comme je vous l'ai dit, c'est la couleur végétale, mais c'est aussi les fibres naturelles parce que ça fait partie, on va dire, de l'écosystème. Est-ce que vous auriez quelqu'un à me recommander pour continuer l'exploration, soit sur la couleur végétale, soit sur des étapes du lin, du chanvre? À qui vous pensez? Alors, moi, je vous conseille de contacter Lin et Chanvre Bio, donc l'association Lin et Chanvre Bio, qui vont vous diriger vers les bonnes personnes pour effectivement parler de la culture du chanvre et du lin bio. Voilà. Et sinon, j'aimerais bien. Alors, c'est quelqu'un avec qui je collabore beaucoup. J'ai fait beaucoup d'expériences sur mes produits, etc. C'est une personne jeune, dynamique, qui est un fin connaisseur de la teinture en général. Donc, il aura un avis qui probablement il sera totalement différent du mien. Je sais pas. C'est quelque chose que j'ai jamais trop échangé avec lui sur ces questions. On était plutôt sur la résistance des couleurs, etc., etc. Mais c'est Frédéric Vernet qui est le directeur général, les patrons des teintureries de la justice à Roubaix. Et c'est une teinturerie qui est en plein centre-ville, donc c'est quand même quelque chose d'assez inouï, et qui quand même, malgré son jeune âge, il a quand même les idées assez claires, et c'est un grand professionnel de la teinture des fibres libériennes. Ok, bah génial. Et bah écoutez, top. Je vais contacter Frédéric Vernet avec plaisir. En plus, vous êtes tous dans mon coin puisque vous êtes des gens du Nord et pareil pour moi. Donc enfin, c'est pas quelque chose à l'autre bout de la France. Donc avec grand plaisir. Je voulais vous remercier, Adolfo, pour votre partage, votre non-langue de bois qui nous a fait du bien parce que voilà, on a posé les vraies questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pauline. Merci à vous et merci pour cette initiative. C'est très intéressant. C'est bien que les gens sachent ce qui se passe. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arecovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!